Ce podcast vous est proposé par la plateforme Livy. Bonjour, je m'appelle César Ancel-Enseigne. Je suis médecin généraliste et urgentiste. Bienvenue dans Patient, saison 2. Colline et l'addiction. Une bière fraîche en terrasse, un verre de vin au repas, un gin tonic à l'apéritif ou une coupe de champagne pour célébrer. En France, l'alcool est ancré dans notre culture. Il représente 22 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an. Pourtant, l'alcool, c'est malheureusement aussi la première cause d'hospitalisation en France. Et on estime que 1 million de personnes souffrent d'addiction à l'alcool. L'addiction est une maladie chronique, complexe et multifactorielle, caractérisée par les 5 C du professeur Carilla. Perte de contrôle, envie irrépressible de consommer, conséquences physiques ou sociales, compulsion et usage continu. Elle peut s'installer insidieusement, nous éloignant de notre corps et de notre liberté. Alors comment se déclenche une addiction ? En quoi consiste cette perte de contrôle et quelles en sont les conséquences ? Et enfin, comment peut-on s'en sortir ? Aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Colline qui va nous raconter son histoire. Bonjour Colline. Bonjour César. Colline, est-ce qu'on peut se tutoyer ? Avec plaisir, oui. Comment vas-tu ? Super bien, je suis ravie d'être là et de pouvoir échanger sur ce sujet qui me tient à cœur. Écoute, moi je suis ravi de te recevoir aussi aujourd'hui. Dans cet épisode de Patient, tu vas nous raconter ton histoire face à l'addiction. Est-ce que tu peux te présenter ? Alors, je suis Colline, j'ai 38 ans, j'habite à Biarritz et je suis entrepreneur et j'accompagne des dirigeants dans le déploiement de leur vision. Alors, effectivement, c'est un épisode un peu particulier. On est à Biarritz, où j'habite aussi. Donc, on va revenir un peu sur Biarritz et sur la place de l'océan dans cet épisode. Avant de commencer, Colline, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est l'addiction ? Alors, pour moi, l'addiction, c'est un rapport toxique à quelque chose qui nous enferme et qui nous limite finalement dans nos libertés et notre libre arbitre. Donc, toi, concernant l'addiction, tu as rencontré des difficultés donc avec l'alcool. Est-ce que tu peux nous expliquer à quel moment l'alcool est entré dans ta vie ? L'alcool est entré dans ma vie assez tôt, je dirais autour de mes 18 ans. Évidemment, quand on commence à sortir, à passer un cap dans la sociabilisation, ça va avec la fête, les sorties. Donc, c'est là que j'ai commencé un petit peu à jouer très tôt avec le feu. Et puis, ça s'est accéléré ensuite avec les études supérieures. Voilà, ça fait partie aussi des rituels de la vie étudiante. 18 ans, finalement, si on regarde les statistiques, c'est assez tard, finalement, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ados qui sont très vite exposés à l'alcool. Avant 18 ans, pas de consommation d'alcool. Si, alors, c'est vrai que finalement, quand j'y repense, il y en a eu tellement que parfois, on ne sait plus trop. En fait, je me rappelle que ma première cuite, je devais avoir 14 ans. D'accord. J'étais à la montagne, on était partis faire du snowboard avec les copines. Et en effet, je me souviens de ce premier épisode avec de la bière qui a hyper mal terminé. Cuite, tu veux dire quoi ? T'as été malade ? T'as vomi ? Grosse cuite, malade, oui, malade, parce que j'avais voulu faire un peu la maline devant des mecs plus âgés. Et oui, j'ai vomi, ça a été terrible. Donc finalement, première cuite, 14 ans, c'est vrai. D'accord, mais ensuite, de 14 à 18 ans, tu buvais pas régulièrement, non, genre le week-end peu. ou des choses comme ça ? Non, franchement, il y a eu des petites alcoolisations, mais qui sont restées assez légères. Je pense qu'il y a eu vraiment un emballement à partir de mes 18 ans, associé à une rencontre aussi amoureuse de quelqu'un qui était déjà pas mal dans les consommations de produits et d'alcool. Et je pense que là, vraiment, il y a eu un emballement, quoi. Qu'est-ce que tu avais comme mode de vie à ce moment-là, justement ? Comment ça se passait ? La vie étudiante, elle est rythmée par les cours. T'étudies quoi ? Alors, j'ai commencé avec sciences politiques. Après, j'ai très vite réorienté sur la communication et le marketing. D'accord. Et puis, la fête, elle fait totalement partie de la vie étudiante. Il y a très peu d'étudiants qui restent dans leur coin à étudier et à potasser, en fait. Enfin, ça fait partie du truc. Et d'ailleurs, j'ai eu des années d'études où je faisais plus la bringue que j'étudiais, pour le dire franchement. Et puis en fait, très vite, j'ai mis en place un système pour nourrir en fait ses besoins de fête, ses envies de sortie. C'est quoi le rythme ? J'aimerais bien que les gens qui nous écoutent comprennent un peu. Donc, t'étudies,
Donc, c'est des études quand même assez costauds. Hein. Mais c'est quoi le rythme d'alcoolisation, par exemple ? Franchement, jusqu'à 25 ans, je pense que ça reste dans l'acceptable. C'est-à-dire que finalement, je bois comme beaucoup de gens qui m'entourent. C'était combien d'alcoolisation par semaine ? Le week-end, tu disais ou... Franchement, c'est compliqué à dire. Moi, ce dont je me souviens le plus, c'est pas forcément le nombre d'épisodes, mais c'est plutôt le volume par épisode. C'est-à-dire que moi, très vite, je suis tombée dans un rapport compulsif. Un verre qu'en entraîne un autre, et en fait, je peux plus m'arrêter. D'accord. Et ça, tu l'as repéré vite ? Très vite. Très vite, en fait, je me rends compte que le problème, il n'est pas de ne pas boire tous les jours. Et étudiante, j'arrive totalement à faire des semaines sans boire quand il faut que je me concentre et quand il faut que je rattrape tout le boulot que j'ai pas fait en fin de semestre pour valider en fait mes cours. Mais c'est plutôt quand je commence, j'arrive pas à m'arrêter. Je suis inarrêtable. Ouais, donc tu décris bien la compulsion en fait. C'est une compulsion. En fait, je bois un verre, je peux pas en boire qu'un. Ouais. Il faut que j'en boive un deuxième, un troisième, un quatrième. Et ça, au fil des années, c'est vraiment le truc qui s'empire de plus en plus. D'accord. C'est-à-dire que la compulsion devient de plus en plus forte et incontrôlable. D'accord, donc la perte de contrôle, la compulsion. Et effectivement, tu soulignes ce détail, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui attribuent le fait d'avoir un problème avec l'usage de produits, sachant que s'ils ne consomment pas tous les jours, ils ne pensent pas que c'est problématique, alors que ça peut être problématique même si tu consommes 1 ou 2 fois par semaine finalement. Quand j'ai décidé de faire des démarches pour arrêter de boire, je me suis beaucoup confrontée au regard de mon entourage et de certaines personnes autour de moi qui me disaient « Non mais ça va, t'es pas alcoolique en fait, tu bois pas le matin quand tu te lèves. » Ouais, c'est ça. Donc on reste encore sur une vision de ce qu'est l'alcoolisme qui est très réductrice finalement par rapport à tous les risques que ça comporte et tous les publics que ça touche. Donc en fait, non, on peut avoir un problème avec l'alcool, même si on boit pas de la vodka en se levant de son lit le matin, ouais. Et même si on boit pas tous les jours. En fait, du moment que l'alcool il commence à avoir un impact sur ta vie et que tu n'es plus en plein contrôle en fait de ta consommation, tu as un problème avec l'alcool. Donc là, on va parler de l'impact, donc des conséquences, qui est aussi un critère très important qui définit l'addiction. Toi, donc, quand tu es étudiante, est-ce que ces alcoolisations, elles ont un impact ou des conséquences sur tes résultats ? À ce moment-là, pas du tout. Pas du tout. Franchement, j'excelle, je continue à exceller. C'est-à-dire, je m'amuse, je fais la fête, je bois beaucoup, je me construis, je pense, une personnalité autour de ça, avec beaucoup de gens qui m'entourent, cette capacité à fédérer. Ah, tu te construis une personnalité ? Ouais, je pense. Il y a des côtés positifs à ce moment-là, en fait. Bah, à ce moment-là, oui. Je suis cette fêtarde qui rassemble, chez qui c'est le QG et chez qui on vient faire la bringue, en fait. Et chez qui on se marre bien. Et chez qui on se marre bien. Parce que la Colline qui boit et qui est étudiante, bah, elle est drôle et puis elle est sans limite. Donc elle fait des conneries, mais elle nous fait rire, elle amuse la galerie, quoi. Et en plus, en parallèle de ça, je pense que je suis pas trop bête. J'arrive à m'en sortir largement avec les cours, avec une assez grande facilité. Donc, en fait, tout va bien, quoi. Est-ce que tu ressens à ce moment-là d'autres conséquences sur... Bon, on a vu au niveau des interactions sociales, c'est plutôt que du positif. Au niveau de ta santé, au niveau du sommeil, au niveau de ton bien-être, ton moral, tu ressens des conséquences ? Bah, en fait, pas trop encore à ce moment-là. Je ressens pas tous ces signes parce qu'en fait, c'est ok. Enfin, j'arrive à tout maîtriser à côté, à part les gueules de bois terribles. Enfin, je pense que ça, de toute façon, dès le départ, c'est le pire du pire. Enfin, quand tu te retrouves au fond de ton lit, en angoisse. Et puis après, je pense qu'il y a aussi des prises de substances qui sont associées et du coup qui viennent interagir et qui te mettent dans des états vraiment pas cool le lendemain. Quelle substance ? Moi, très vite, à ce moment-là, je goûte un peu à tout. Hein. D'accord. Je suis une exploratrice. Donc, quoi, cannabis ? Alors oui, le cannabis, mais très vite plutôt la coke. Cocaïne, ouais. Et puis même ecstasy, hein, c'était un peu la drogue. Qu'est-ce que ça peut être une soirée typique à cette époque-là ? C'est hyper difficile à dire parce que moi, au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à vraiment développer une grosse addiction avec le vin. J'étais amoureuse de vin rouge, mais vraiment, je me revois en boîte demander du vin rouge alors qu'il y en avait pas, quoi. Enfin, en fait, mais je pouvais me descendre des bouteilles toute seule. Je sais pas, quand vraiment ça allait loin, je pense que je pouvais faire 6 bouteilles de vin rouge toute seule sans problème. Dans la soirée ? Dans la soirée. Et avec d'autres produits ? Avec de la coke. Et la coke, en fait, ça rentre vite dans le truc parce que ça t'aide à tenir l'alcool. Donc, en fait, bah, tu prends de la coke, tu bois encore plus de bouteilles.
Et moi, j'étais la survivante, Tabac au aussi, ou petit pas matin. Oui, clope, évidemment, bien sûr. C'est un classique, l'association alcool, Ouais. coke, tabac, c'est un classique. Ouais. Donc ça, Ouais. c'était un des classiques de tes soirées, ça. Ça, c'était un classique de mes soirées. Ouais, complètement. Est-ce qu'à ce moment-là, on t'alerte? Est-ce qu'il y a des gens dans ton entourage qui sont, entre guillemets, clean ou qui se posent des questions là-dessus, qui s'interrogent? Pas trop, parce que finalement, je suis entourée de gens qui sont des fêtards et des bringueurs aussi. On va chercher ce qui nous convient. Donc, je suis entourée de gens comme moi. Donc, en fait, ça va. Là où il y a un point de vigilance quand même, c'est que moi, j'ai un papa qui a eu un problème avec l'alcool. D'accord. Donc, je connais le sujet de l'alcool. Et Qu'est-ce qu'il a eu? Il a eu quoi comme problème? Il a été alcoolique et en fait, il s'est soigné quand moi j'étais enfant. Donc, c'est pas du tout un sujet tabou dans ma famille. On en a toujours parlé assez librement, avec toujours le point de la vigilance dont mes parents m'ont toujours parlé, en me disant attention. On le sait aujourd'hui, il peut y avoir des facteurs génétiques et des terrains fertiles, on va dire, pour des comportements à risque vis-à-vis des addictions. Donc, sachant que papa, il a pu connaître cette problématique-là, sois vigilante, fais attention. Donc, il y a quand même toujours une mise en garde, un petit venant des parents, attention, Colline, quand même, quand ils me voient rentrer les week-ends, bringuer ou revenir avec la voiture pleine de vomi, des trucs improbables. Il y a quand même un peu cette mise en garde, mais plutôt du côté familial. Mais alors, toi, vis-à-vis de ces remarques, comment tu réagissais? Est-ce que toi, le fait d'avoir eu ce dialogue avec tes parents, est-ce que toi, tu avais de temps en temps une petite voix? Est-ce que tu considérais ces remarques? Qu'est-ce que tu te disais, toi, à ce moment-là? Dans cette première phase-là, jusqu'à mes 25 ans, oui, bien sûr, j'ai toujours eu un rapport à moi-même très introspectif. Donc, forcément que j'y pense et qu'au fond de moi, je me dis que c'est pas totalement normal et que... Mais en fait, comme tout est fonctionnel, en fait, dans ce système-là, franchement, à ce stade-là, je me dis, voilà, je continue et puis... T'expérimentes, en fait. J'expérimente, je suis jeune. Voilà. Je me sens vivante, je suis un peu dans ce rapport aussi très extrême de la sensation et je me dis voilà, je m'éclate et puis en fait c'est ça être vivant, c'est aller au bout des limites et jouer avec. Donc pour l'instant tout fonctionne comme ça. À partir de quand tu gères plus? En fait, au-delà de ne plus gérer, je pense que c'est tellement insidieux que je serais incapable de définir un moment précis de je ne gère plus. En fait, je pense que c'est un truc qui est hyper important de repréciser en fait sur ces addictions-là, c'est que c'est extrêmement insidieux, sournois et ça s'installe petit à petit dans ta vie. Et c'est ça le danger d'ailleurs, c'est que t'as l'impression que tu gères et puis à un moment, tu réalises qu'en fait, plus rien n'est sous contrôle. La première prise de conscience, elle arrive quand j'ai 25 ans. Je rentre de 6 mois d'études à Londres, où j'ai évidemment beaucoup bringué. Et à ce moment-là, je suis en couple... déjà depuis pas mal d'années avec quelqu'un, malgré la distance, etc. Et il me propose de passer quelques temps chez lui en revenant de Londres. Et très vite, ça s'emballe parce qu'on se retrouve à faire la bringue tous les soirs, à boire des coups, à voir les copains, à faire la fête. Et lui, il craque parce que dans ces moments-là, j'ai plus de limites. D'accord. Dans ma personnalité sobre et pure, je suis quelqu'un de très affectueux, qui aime beaucoup être proche des autres et des gens que j'aime. Mais quand je bois, en fait, je deviens extrêmement tactile. Et ça, c'est quelque chose qui le dérange. Parce qu'il est jaloux, parce qu'il aime pas ça. Et ça commence à créer des tensions entre nous. Jusqu'au jour où ça pète. Et il me dit, écoute, Colline, en fait, je peux plus. Il faut que tu fasses quelque chose parce que tes comportements, ils sont trop extrêmes, en fait. Et ça me fait du mal, quoi. Il me ramène chez mes parents. Je m'en souviendrai toute ma vie. On se tape 4 heures de route. Il me ramène chez mes parents. Il me pose devant eux. Et il leur dit, voilà, votre fille, elle a un problème. Faut qu'elle se fasse soigner. Et en fait, là, il m'oblige, en fait. Il m'oblige à cette première prise de conscience. Et il m'oblige à en parler. Donc, j'ai cette première discussion avec mes parents et j'ai 25 ans. Et c'est ce qui me fait voir pour la première fois un addicto et commencer un travail, quoi. Comment ça se passe, là, alors, après ça? Là, franchement, c'est pas très agréable. Parce qu'en fait, je me retrouve un petit peu obligée. Donc déjà, ça me plaît pas trop, parce que moi, j'aime pas trop qu'on me dise ce qu'il faut que je fasse. Et puis surtout, je me retrouve face à mes parents, à devoir un peu me justifier. Et puis eux, forcément, dans l'inquiétude et connaissant le sujet, ils décident de pas me laisser tomber comme ça, quoi. Et puis en fait, je pense... un peu pour prouver que je suis capable de gérer, j'accepte d'aller voir un addictologue. Et c'est là que commence, en fait, pour moi, le début de la thérapie, quoi. Mais ça, juste pour remettre dans le contexte, c'est 10 ans avant de
vraiment arrêter de boire pour toujours. Comment ça se passe le premier contact en addictologie? Je le vis assez mal. Déjà, j'ai pas l'impression d'être à ma place. Enfin, j'ai 25 ans, je suis dynamique. Tu travailles à ce moment-là? À ce moment-là, je suis sur ma dernière année d'études, donc je bosse pas encore. Mais je réussis très bien mes études, j'ai voyagé, je suis très entourée. En fait, j'ai une vie qui coche toutes les cases à ce moment-là, donc en fait, j'ai pas trop l'impression d'être à ma place quand j'arrive à l'hôpital à Paris pour voir un addicto, quoi. Je suis reçue dans ce cabinet et très vite, en fait, on me parle de traitement, quoi, de médicaments. Donc D'accord. là, pareil, quoi, je comprends pas trop, là. On fait le point, finalement, on me met un peu dans des cases en me posant des questions sur ma conso, enfin, essayer de définir ce que je trouve très difficile, parce que finalement, quand on n'est pas très conscient encore de son problème, on a du mal à définir combien on boit, comment. Et puis, je sors de là avec une prescription pour un médicament qui, en fait, quand tu consommes, te fait vomir. D'accord. Donc, en fait, le principe de cette thérapie-là, c'est si tu bois, tu vas être malade. Donc déjà, j'adhère pas totalement parce que je me dis c'est quand même bizarre du coup d'être dans une espèce de punition. Et par ailleurs, l'addicto me dit voilà, j'aimerais bien que si vous consommez, vous notiez en fait vos consommations. Donc D'accord. je me retrouve dans un truc où je dois compter le nombre de verres que je bois. Et là, c'est l'angoisse. Et là, c'est l'angoisse parce que je me rends compte que les compter, ça me fait prendre conscience du volume. Et surtout, j'essaie de me limiter. Et là, pour la première fois, je fais face à mon impossibilité de contrôle. Ah, ok. Et c'est très dur, mais voilà. Donc très vite, je rencontre aussi un médecin psychologue qui travaille dans une association pour l'alcool. Mais pareil, je me trouve pas très à ma place et finalement, je me sens pas hyper prise au sérieux, hyper comprise. J'ai quelqu'un en face de moi qui a l'habitude de recevoir des hommes, beaucoup, d'un certain âge. Et voilà, j'ai encore l'impression que j'ai rien à foutre là, quoi, en fait. Que moi, tout va bien dans ma vie. Je comprends pas trop, quoi. Ce médicament, tu vas le prendre? J'ai dû le prendre peut-être 2-3 jours et puis j'ai vite arrêté de le prendre. Et l'agenda des consommations, tu vas tenir ce calendrier? Non, je lâche vite l'affaire aussi. Donc en fait, toute cette première mise en place de thérapie, elle dure, je pense, 2-3 mois. Et puis très vite, je me dis, oh, attends, ça va, tout va bien. Je commence à bosser dans la pub, dans un environnement où tout ça est très présent, hein, la drogue, l'alcool. Donc finalement, pareil, tout vient nourrir mon système. Donc je me dis, mais attends, tu vois bien que tout ça, finalement, c'est la normalité, ça va. Tout le monde le fait. Tout le monde le fait. Donc, ok, t'es un peu excessive, c'est vrai. Mais ça fait partie de qui tu es. T'es une arrachée, t'es une déglingo. Ça fait aussi partie de la liberté de ton être, quoi. À partir de ce moment-là, j'imagine que t'as plus d'accompagnement ou de suivi en addictologie, ou tu maintiens quand même un contact? J'arrête tout. Je commence à bosser, ça se passe bien. Je suis hyper motivée. Je crée ma petite vie sociale à Paris. J'habite à Pigalle, berceau de la fête. Et donc tu reprends les fêtes? Bien sûr. En fait, j'ai jamais vraiment arrêté. Donc non, je continue. Je vais en club. Je fais des afters sans fin. À midi le samedi, je suis toujours pas couchée. Et en fait, je vis cette vie-là pendant plusieurs années, quoi. Et puis, il commence à y avoir de la souffrance associée, bien sûr, parce que tu fais des conneries, en fait, quand tu te crées une vie comme ça. C'est quoi les conneries? Je suis dure. D'accord. Je suis dure dans mon rapport aux autres, donc je dis des vérités qui font mal. Tu te disputes avec des amis? Je me dispute. Il y a des matins, tu te réveilles, tout le monde te fait la gueule et t'es là, mais qu'est-ce qui se passe? Ah oui, et tu te souviens pas? Et tu te souviens pas hier de ce que t'as fait, de ce que tu nous as dit. Puis moi, je suis un être très instinctif quand je bois. Donc en fait, il y a plus de normes qui existent. La société n'existe plus. Donc je deviens un petit animal plein de pulsions. D'accord. Donc en fait, je fais n'importe quoi. Je peux aller embrasser le mec d'une copine. Je peux me foutre sur le bar et montrer mes seins à tout le monde. Ouais, d'accord. Donc c'est amusant dans une certaine mesure, mais je pense que mes potes, au bout d'un moment, ils commencent à en avoir un peu ras-le-bol, en fait, parce que ça crée des emmerdes et des problèmes pendant les soirées, tout ça. Est-ce que tu te blesses? Est-ce que tu finis aux urgences? Est-ce que tu as des choses comme ça au niveau physique, des accidents, Alors, je finis jamais aux urgences, mais je finis quand même chez les flics une fois. D'accord. Qui me suivent parce qu'ils voient que je suis pas dans mon état normal et qu'il y a un mec
finalement qui me colle et il voit qu'il y a un truc pas très clair. D'accord. Évidemment, je me mets dans des situations qui auraient pu être tragiques. Et donc, toujours l'alcool avec le vin rouge, toujours l'association éventuelle avec d'autres produits. Ouais. Est-ce que tu commençais à ressentir dans la semaine, par exemple les jours où tu consommais pas, ou des conséquences psychologiques sur ton humeur, sur tes émotions? Alors les redescentes, oui, tu les sens. Donc déjà tes week-ends, une fois que tu les as bien fêtés, la fin du week-end, elle se passe au fond du lit en agonie. Hein. Donc ça, c'est un moment qui est pas agréable. On essaie d'oublier. Donc on mange de manière compulsive pour éponger, pour essayer de se redonner un peu d'énergie. Et puis on regarde des trucs débiles pour s'abrutir le cerveau et pas penser à tout ça, en fait. Pas réfléchir. Et puis surtout, faut vite reprendre des forces parce qu'il va falloir vite que tu répares toutes les conneries que tu as fait pendant le week-end. Et ça demande beaucoup d'énergie, en fait, de réparer. Et puis en effet, il faut repartir au boulot en forme et assuré. Donc en fait, tu commences à rentrer dans un système de montagne russe où tu es tout le temps en train de jouer avec les extrêmes. En fait, ce cycle-là, il va durer combien de temps avant que tu redécides d'être accompagné? Ce cycle-là, pour moi, il dure 5 ans. 5 ans quand même. Même un peu plus peut-être, jusqu'à ce que je parte à New York. J'ai une opportunité pour le boulot, je pars à New York, je suis dans un métier qui me donne aucune liberté, un métier de service ou très exigeant dans lequel je bosse 24/24, dans lequel j'ai peu de temps pour moi. Et en fait, les seuls moments que j'ai pour moi, j'ai tellement besoin de décompresser que je commence à boire. Et là, je commence à boire beaucoup toute seule. Tu faisais quoi juste comme activité à New York? J'étais assistante personnelle d'une célébrité. D'accord. Et donc, comme tu peux l'imaginer, c'est un peu comme on voit dans les films. Hein. D'accord, ouais. C'est un métier qui est passionnant, que j'adorais faire parce qu'il m'a apporté des tas de choses, mais je pense qu'il m'a fait passer un deuxième cap aussi dans mon alcoolisation. Dès que j'avais un peu de temps pour moi, en fait, je buvais et je me souviens à la fin de New York, j'en étais arrivée au point où je ne sortais même plus les week-ends parce que j'étais crevée et en fait, je passais au wine store acheter des bouteilles de vin. Et je rentrais à la maison et je me mettais ma musique et en fait, j'avais créé un rituel, quoi. Et je buvais mes bouteilles de vin en écoutant ma musique toute seule. Et en fait, pour moi, c'était une bulle de réconfort, quoi. D'accord. C'était un moment où en fait, je pouvais enfin me retrouver moi-même, m'apaiser et prendre soin de moi, quoi. Donc tu buvais seule? En quantité, c'était quoi? Toute seule, 3 bouteilles de vin, 4 bouteilles de vin, ouais, D'accord. rouge. À t'en rendre malade ou non? En fait, mon corps, plus j'avançais, moins, je vomissais pas. En fait, c'était ça qui était terrible avec le vin à la fin, c'est qu'en fait, mon corps, il tenait le coup, quoi. Et c'est-à-dire que même à un moment, je pouvais rentrer en blackout, ne plus avoir de conscience des choses, mais mon corps tenait le coup, quoi. D'accord. Mais toi, à ce moment-là, tu t'aperçois que ça va pas, en fait. Moi, je commence à souffrir, là, parce que je me planque quand même des bouteilles. Et puis, en fait, je me dis, attends, là, franchement, pourrir tes week-ends, pour te retrouver toute seule, te mettre la cuite toute seule et puis passer le lendemain au lit, il y a quand même un truc qui tourne pas rond, quoi. Donc là, je commence à comprendre quand même qu'il y a un vrai souci. Je finis par rentrer à Paris et je reprends un nouveau boulot. Donc là, avec tout l'engouement qui va avec, quelque chose de plus équilibré, je reprends un peu le pouvoir sur ma vie. Enfin, je reprends la place, en fait, avec une vie plus normale. Parce que tu t'es aperçu que ça allait trop loin et que tu t'essayes un peu de lever le pied. Comment ça se passe? En fait, je me rends compte que j'ai besoin d'avoir un environnement, plus rassurant et que cette vie trop exigeante, elle est en train de me flinguer, quoi. Donc, c'est à ce moment-là que je rentre. Je cherche un boulot dans l'assistanat de direction. D'accord. À Paris. Je finis par trouver le bon match. Je suis hyper excitée. Je commence ce nouveau boulot. Et à ce moment-là, du coup, je me relance dans un nouveau projet. Donc, ça va à nouveau. Tu vois, c'est des phases, c'est des vagues, en fait, en permanence. Donc, je me dis, OK, ça va. Enfin, comme d'habitude, t'as toujours la sensation que tu vas réussir à trouver le bon point d'équilibre par toi-même et que ça va le faire. Donc, je repars dans tout ça. Mais finalement, l'alcoolisation, elle est toujours là. Ouais. Et le système, il continue toujours à se renforcer, à se nourrir. Et puis, je pense que ces 4 dernières années à Paris, j'ai vraiment passé un autre cap. Donc là, les prises de conscience, elles sont de plus en plus fréquentes. Ouais. Les réactions, elles se multiplient autour de toi, dans l'entourage. Et donc là, je décide de me faire aider. Ah. Et je me dis, bon. Donc, je commence déjà par des thérapies alternatives. Mais les prises de conscience, c'est quoi précisément? C'est les amis, déjà l'entourage.
mon incapacité à maintenir des relations amoureuses, parce que forcément, ça crée trop d'emmerdes. Donc, les copains, enfin, les amoureux, et puis les amis aussi, qui me disent, voilà, enfin, on t'aime, on sait qui tu es, mais en fait, toutes ces phrases et tout ce que ça génère sur nous, ça commence à être extrêmement pesant. Donc là, il y a quand même des gros trucs, des trucs un peu violents.